classé deuxième artiste musicien africain le plus influent au monde. Il est actuellement l'artiste qui provoque une frénésie totale lorsqu'il monte sur scène. En Afrique, il est la personnalité la plus recherchée sur les réseaux sociaux Yahoo et YouTube. 4 fois meilleur artiste africain, 2009, 2010, 2011 et 2013. Il a été nommé dans la catégorie Best Soukous Entertainer aux Iramwa Awards aux États-Unis, ainsi que meilleur artiste africain central au Cora. DiCaprio inonde Conakry le vendredi 18 septembre à 20h au Palmes Camayen et samedi 19 septembre à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Décideurs, commanditaires, associez votre image à ce grand événement de la rentrée. Infoline 00 224 624 625 727 ou le 00 224 655 303 031. Un événement Oudiprod en collaboration avec Alceni Camara Marco. Voilà, encore une demi-heure à passer ensemble avec notre invité ce matin, et là, Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, il faut le rappeler. Voilà, parce que c'est le message en fait qui me scanne un petit peu dans la tête, il n'y a pas de problème, on va essayer de faire un tour sur notre plateforme avec ces auditeurs qui posent des questions. Bonjour, c'est Ali Moubindi. Je pense que la meilleure alliance politique, c'est de faire la campagne porte-à-porte, toucher du doigt les électeurs. Lamine demandait à Ella Cellou Dalein le cas de Mokhtar Diallo. En plus, si les accords ne sont pas respectueux de cette... Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne comprends pas. Quand Cellou n'a qu'un travail faire, c'est de préparer, c'est de fêter la victoire. Le reste dans les mains des structures. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, hein, parce que les messages viennent un peu découpés. Et puis voilà. Donc sinon on a ce autre message, je m'arrête là-dessus. Bonjour les GG, dites à Ella Cellou que le meilleur est à venir et que les alliés de taille seront à ses côtés pour gagner les élections présidentielles. C'est Hassan le Guinéen qui nous envoie ce message. Avocat, on continue le débat avec notre invité. Nous sommes ici là. Alors, Koto Cellou est-il un candidat même propre? On entend beaucoup de choses sur les anciens premiers ministres parce que pour ces élections, il faudrait qu'on pense à l'avenir, qu'on pense au secteur. À quel type de gouvernance peut-on s'entendre si le peuple vous accorde son suffrage? Le peuple, il faut le rappeler. L'éducation d'abord, hein, et là j'en vais y aller là-dessus, allez-y. Voilà. Oui, allez-y. Alors, d'abord la première partie de la question, est-ce que j'ai les noms propres? C'est évident. Depuis que j'ai quitté la primature, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de luttes menées pour me trouver des rapports. Si le rapport d'audit n'a pas été publié, c'est parce qu'on n'en a pas trouvé pour moi. Parce que l'objectif principal de toutes ces études, c'était d'abord me disqualifier pour l'élection présidentielle de 2010. Rien. Je ne me reproche absolument rien. Et jusqu'à présent, on a cherché partout, on a voulu corrompre des fonctionnaires qui ont été mes collaborateurs pour qu'ils donnent des pistes pouvant conduire justement à l'identification de fraude que j'aurais organisée. Jamais. Ça n'existera pas, ça n'a pas existé, je vous le rassure. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Maintenant, les premiers ministres. Alpha Condé, chaque fois qu'il prend la parole, il dit c'est la faute des anciens premiers ministres. Je me suis posé la question de savoir pourquoi cette explication de ces échecs des premiers ministres. J'ai compris qu'il ne faut pas répondre de sa gestion demain. Il faut que tout retombe sur Saïd Fofana. Le président n'est responsable de rien, c'est le premier ministre. Demain, pour qu'on dise non, c'était Saïd, c'est pas Alpha Condé. Les 63 jeunes qui ont été tués sur l'axe, non, c'est le premier ministre Saïd Fofana qui était là. Parce que toute la gestion de l'État maintenant revient, et tous les échecs, c'est à la charge des premiers ministres. Je crois qu'il se prépare pour ne pas assumer demain ses responsabilités, pour que demain, lorsqu'on fera le bilan de sa gestion, qu'on dise ah, c'était Saïd Fofana, c'était pas lui. Parce qu'actuellement, chaque fois qu'il y a un problème, c'est le Premier ministre, c'est les anciens Premiers ministres. C'est les anciens Premiers ministres. Écoutez, on a 50 ans, on a plus de 50 ans d'indépendance. J'ai été Premier ministre 14 mois, je les assume pleinement. J'ai essayé de faire ce que je peux pour le bien du pays. Je n'ai rien à me reprocher à cet égard. J'étais avant ministre technique, travaux publics et transports, je suis resté le plus longtemps. J'ai un bilan dont je suis très fier. Et dans toutes les régions de Guinée, pas dans la mienne surtout, à Conakry, en Basse-Guinée, en Haute-Guinée, le désenclavement et tout ce qui était là, c'était pas ma région. Et tout ce que j'ai fait, en assumant les hautes fonctions qui m'ont été confiées, je me suis mis au service de la nation, en m'imposant une intégrité, une discipline
et dont je reste encore vraiment très fier. Et c'est grâce à ça que jusqu'à présent, on n'a rien identifié contre moi, malgré toutes les missions d'audit orientées sur ma personne. Vous ne pouvez pas savoir combien de collaborateurs ont été reçus à des hauts niveaux. On leur promet même des portefeuilles ministériels s'ils donnaient la piste qui permettait de me disqualifier en 2010. Voilà, alors, Monsieur le Président, on va essayer de partir secteur par secteur. Demain, et là, c'est Dalein Diallo, président de la République de Guinée. Oui. Si on prend l'éducation, c'est très important. Oui. Dans ce sens-là, votre analyse, et qu'est-ce que vous ferez demain, si demain vous êtes président de la République de Guinée? D'abord, le constat, ensuite ce que vous ferez. Voilà. J'ai un projet de société. Ouais. Le premier objectif, c'est l'administration. Il faut réformer l'administration pour qu'on ait une administration efficace, au service des citoyens. Il faut mettre un terme au laxisme, à l'impunité, à la corruption qui règne, au favoritisme. Il faut mettre en place une administration vraiment solide au service des citoyens. La deuxième priorité, c'est l'éducation. Il faut mettre en place un système éducatif performant pour que les jeunes puissent bénéficier d'un enseignement de qualité. Il faut faire la réforme pour faire en sorte que et les formateurs, et les maîtres, et les élèves puissent bénéficier d'une formation accélérée pour transformer complètement le système éducatif. En faisant quoi, Elage? Parce que tout ça, ça demande justement des stratégies. Dans le domaine de l'éducation notamment, si nous voyons à quel point la chose a chuté en partant même du niveau de certains enseignants, il n'y a pas de formation de qualité, il n'y a pas de remise à niveau. Comment vous allez vous y prendre? Oui, mais évidemment, il s'agit de faire des états généraux de l'éducation pour faire le bilan correct, faire le diagnostic et envisager un programme de réforme et d'amélioration de notre système éducatif. Il faut commencer par les maîtres. Quitte à faire appel aux étrangers, on a vu oui, bien entendu, il n'y a pas de complexe à cet égard. C'est tellement important, si on a besoin de l'expertise étrangère, il faut la faire venir. Il y en a, même si c'est dans les pays limitrophes. Je n'ai pas de complexe à cet égard. Vous parlez de réforme. J'ai l'impression d'écouter le président Lansana Conté, parce que tout ce que vous me dites là, il y a une chanson de Fodé Kouyaté qui passe, à la voix de Lansana Conté, qui dit, ouais, il va falloir réformer l'administration. J'ai envie que vous me dites quelque chose de concret. Demain, et là, c'est nous, Dalein Diallo, président de la République de Guinée, qu'est-ce qu'il va faire dans les premiers mois ou dans les 3 premiers mois? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Parce qu'aujourd'hui... J'organise les états généraux de l'éducation. Parce qu'il faut établir un diagnostic. Voir est-ce qu'en termes de nombre de classes, parce que vous savez, il y a beaucoup de classes où vous avez un effectif qui dépasse les normes. Il y a des normes et des standards internationaux. Il faut faire en sorte que ces standards internationaux soient respectés. Dans le budget de l'État, il faut faire en sorte qu'au moins 30% du budget soit affecté au système éducatif. Maintenant, identifier ce qu'il y a à faire, que ce soit en termes de matériel pédagogique, en termes d'amélioration du niveau des maîtres, au niveau des infrastructures, au niveau du matériel pédagogique, faire un diagnostic objectif et essayer d'élaborer les programmes et veiller à ce que ces programmes soient, parce qu'il y a la corruption, il y a le laxisme, il y a l'impunité dans l'éducation, comme il y en a partout dans l'administration. Lorsque je parle de l'administration, c'est de façon générale. Parce que notre administration, il y a trop de laxisme, de corruption et d'impunité, de favoritisme. Il faut maintenant mettre la rigueur. Il faut mettre la rigueur et associer la formation, la sensibilisation à la sanction. Bien. Deux autres secteurs qui sont extrêmement importants, c'est le secteur de l'énergie et celui de la santé. Alors, aujourd'hui, quel est le constat que vous faites? Quel bilan vous tirez de la gouvernance de celui qui est à la tête du pays? Et qu'est-ce que vous comptez apporter comme réforme, en tout cas, dans ces deux secteurs, si vous êtes élu président, M. Sékou? Pour moi, la Guinée doit être exportatrice d'énergie électrique. Le potentiel hydroélectrique est suffisant. Il s'agit de s'associer avec les pays limitrophes. Et dans le cadre de différentes organisations, l'OMVS, l'OMVG, le Mano River Union, pour essayer de mettre en valeur nos immenses potentialités hydroélectriques et construire les barrages, notamment sur le Concouré, pour pouvoir vendre de l'électricité aux pays voisins, qui n'ont pas les mêmes possibilités, qui n'ont pas les mêmes atouts. Vous avez le Sénégal qui consomme beaucoup d'électricité, c'est de l'énergie thermique qui coûte cher, on ne contrôle pas toujours les coûts de production de cette énergie, et c'est sûr que l'énergie hydroélectrique est plus propre, elle est moins coûteuse, notamment lorsque elle est produite par les barrages hydroélectriques construits en Guinée, où on a beaucoup d'avantages par rapport aux autres
En parlant d'avantages, c'est une réalité quand même. Dans le domaine, est-ce que le président Alpha Condé, il a un bilan à travers Caleta qui fournit de l'électricité aujourd'hui à votre place hier, et le président du PDM disait que le barrage Caleta était en danger. Mais écoutez, il est en danger, je ne sais pas. Je sais simplement que M. Alpha Condé a achevé ce barrage, dont toutes les études avaient été déjà réalisées dans le cadre de l'ONVG, sur le financement de la BAT, qui était déjà proposé chef de file des bailleurs de fonds. Je sais que ce barrage a été réalisé à plus de 550 millions de dollars, alors que le coût est estimé par l'ingénieur qui avait fait les études techniques d'exécution lorsque le projet était encore à l'OMVG, c'était de 180 millions de dollars. Et lorsque sur un marché de gré gré, on passe de 280 millions à 550 millions, il y a des comptes à demander à ceux qui ont passé ce marché de gré à gré. Ceci dit, attendez, ceci dit, le barrage est un acquis pour la Guinée, je m'en réjouis. Je ne peux pas nier que l'électricité va arriver. Je déplore seulement les conditions dans lesquelles ça a été réalisé sans aucune transparence, et beaucoup sans doute ont pu profiter de cette manière de passer de ce marché de gré. On va s'intéresser à un secteur qui revient le plus souvent dans vos discours, c'est le domaine social. Vous fustigez, n'est-ce pas, les conditions de vie des populations, le chômage des jeunes, mais aussi la pauvreté. Comment comptez-vous vous y prendre pour inverser cette tendance, si jamais vous êtes élu président de la République? Le chômage des jeunes, aussi bien dans les milieux urbains que dans ceux ruraux. Bon, écoutez, pour qu'il y ait du travail, pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de l'investissement. Vous avez deux axes. D'abord, favoriser l'investissement privé en créant un cadre juridique et réglementaire stable, transparent. J'ai déjà dit que je veillerai à ce que l'administration soit une administration efficace, débarrassée de la corruption, du laxisme et de l'impunité. Lorsqu'on met en place un cadre juridique stable qui attire les investisseurs étrangers et qui rassure les investisseurs nationaux, lorsqu'ils investissent, ils créent de l'emploi. Maintenant, il faut mettre en place des mécanismes de soutien à ceux qui veulent créer leurs propres petites entreprises. Il faut créer un fonds d'études pour les aider à transformer leur idée de projet en projet. Il faut que ça soit décentralisé. Parce que vous pouvez avoir un projet, une idée de projet, vous pensez que c'est un projet. Maintenant, si on met en place des mécanismes d'appui aux jeunes promoteurs, par exemple, ils viennent, il y a une structure qui les accueille, qui examine leur idée de projet et qui les aide à formuler le projet comme ça. On met en place des systèmes de financement, d'accompagnement, d'aide à ces multiples promoteurs pour que partout dans le pays, dans toutes les préfectures, il y ait ce genre de structure à qui vous pouvez vous adresser. J'ai envie de réaliser ça, je n'ai pas d'argent, j'ai une idée. Est-ce que cette idée peut être transformée en projet? On vous aide à formuler votre projet et à le présenter à une structure capable de le financer. Si vous n'avez pas du tout du capital, est-ce que l'État peut mettre en place un fonds de participation, un fonds d'aide pour que vous puissiez aller maintenant... Le ministère de la Jeunesse a fait quelque chose de ce genre, vous êtes au courant? La consultation nationale de la jeunesse. Au-delà de la consultation, il y a une banque qui est sur place, qui a quand même un certain montant pour appuyer des projets bancaires. Pour le financement des petits projets, il faut renforcer aussi les structures de crédit, de microcrédit. Faciliter Non, il faut soutenir davantage pour qu'il y ait beaucoup de structures. On a peut-être encore le crédit. En faisant quoi? Vous allez imposer ça aux banques? Vous allez imposer ça aux banques? Comment ça va se passer? Non, ce n'est pas les banques. Okay. Les banques commerciales, c'est très difficile qu'elles puissent faire face aux besoins de crédit des petits promoteurs, des petits. Donc l'État va s'engager dans ce sens pour garantir. Le ministère de la Jeunesse déjà a un projet comme ça, parce qu'on a eu le ministre en Haïti ici qui est passé, qui a dit évidemment que l'État va appuyer ces jeunes. Normalement, je pense même qu'à partir de la semaine prochaine, ils ont sélectionné quelques entreprises qui vont bénéficier. Je parle vraiment des PME. Je n'étais pas au courant, ça serait bon. Voilà. Je vous ai entendu parler de 30% du budget, de financer de créer un fonds pour financer les projets, etc. Dans 30% du budget dans l'éducation. Mais tout ça suppose d'une économie forte. En 2014, le taux de croissance était 2%. Donc je m'adresse à l'économiste que vous êtes, qui parle de croissance dans un pays, évidemment, c'est parler de développement. Aujourd'hui, seriez-vous à cette place
que feriez-vous pour que le taux de croissance puisse évoluer en Guinée? Oui, bien entendu. Alors, lorsque j'ai parlé d'amélioration, l'amélioration du climat des affaires, par la mise en place d'un cadre juridique réglementaire simplifié, et puis la lutte contre la corruption et le laxisme de l'administration, tout ça contribue naturellement à encourager les investisseurs locaux et étrangers. Et s'il y a de l'investissement, bien entendu, il y a de l'emploi, il y a de la richesse. Parce que lorsque l'entreprise travaille, elle crée de la richesse. Cette richesse est répartie, l'État prend une partie sous forme d'impôts, les travailleurs prennent une partie sous forme de salaire, et puis les financiers ont aussi sous forme de dividendes ou d'intérêts, selon la nature de la contribution, en capital ou en prêt, chacun gagne un peu. Et cette richesse se diffuse généralement. Mais il faut que l'État soit là pour veiller à ce que aussi la richesse créée se diffuse largement. On a un instrument qui est le budget de l'État. Lorsque l'on prélève les impôts, il faut savoir qu'il y a les populations vulnérables. Comment faire pour les assister? Parce que le marché ne peut pas tout régler. Même s'il y a la croissance, elle peut être mal répartie et vous avez la pauvreté à côté. Ce n'est pas une telle société que nous voulons. Il y a des gens qui méritent d'être aidés. Aider à se prendre en charge. Pas aider pour être éternellement aidé. Il faut le voir dans chaque cas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ce monsieur, ce citoyen, à pouvoir se prendre en charge, à trouver un emploi, une activité génératrice de revenus. Et ça, c'est le budget de l'État. Lorsque j'ai parlé de mécanisme d'appui aux promoteurs, par exemple, c'est le budget de l'État. C'est grâce aux impôts prélevés sur les grandes entreprises, par exemple, qu'on veut prélever une partie, mettre en place des mécanismes d'appui aux promoteurs, aux petits promoteurs. Bien. Bon, Monsieur le Président, je sais que vous êtes un ancien cadre de la Banque centrale. On parle d'économie, on parlera forcément de monnaie. Je m'interroge sur la création d'un nouveau billet de 20 000 et récemment d'un autre de 5 000. Quel impact cela pourrait avoir sur la monnaie guinéenne? Est-ce que ça a un impact sur l'économie? Pourquoi de nouveaux billets? Écoutez, la Banque centrale a deux missions essentielles. C'est de créer des moyens de paiement et de veiller à leur gestion correcte. La fabrication d'une nouvelle coupure n'a pas d'incidence normalement sur l'inflation ou sur l'économie. Il s'agit, il y a des billets qui rentrent, qui sont usés, fatigués. En lieu et place, lorsqu'il y a des retraits, on donne des billets neufs. Normalement, ça ne change rien. Vous faites la commande de billets chez le fabricant, il les fabrique, ils sont dans les non-émis, c'est-à-dire qu'ils ne font pas encore partie de la monnaie en circulation. Et lorsque les clients des banques, y compris les banques viennent chercher de l'argent, au lieu de donner les anciennes coupures qui sont usées, qui sont difficiles à manipuler, on donne les billets neufs. Et les billets en sortant du caveau de la Banque centrale pour être versés dans la caisse courante, constitue ça, ce qu'on appelle l'émission généralement. On considère maintenant qu'ils sont dans le stock de billets émis, dans la monnaie en circulation. Mais ça n'a pas normalement d'incidence. Bien, là c'est nous donner un dialogue. Notre invité ce matin, allez-y Moussa Mouchila. Quelle part du budget vous allouerez donc deux secteurs importants, messieurs, la santé, mais aussi le secteur de la justice? Le taux de change, parce que vous avez posé, oui, absolument. Exactement, parce que le taux de change s'est dégradé depuis. Est-ce qu'on peut faire un lien avec les nouvelles coupures? C'est important. C'est peut-être pas nécessairement lié à la sortie des nouvelles coupures, mais c'est lié à ce qu'aujourd'hui le budget de l'État ne se porte pas bien. Ils ont même des problèmes avec eux. Aujourd'hui, le financement monétaire, le financement par la planche à billets a repris au niveau de la Banque centrale et naturellement il y a un impact nécessairement sur le taux de change. Parce que si la masse monétaire en circulation augmente et la demande de devises augmente plus que la rentrée en devises, naturellement c'est le taux de change qui arbitre finalement. Et donc chaque fois que vous émettez, vous avez des revenus tout de suite. Vous savez que 70% de vos revenus vont servir à acheter des choses importées. Que ce soit le pain, parce que la farine est importée, que ce soit le beurre, que ce soit... Dès que vous dépensez, là, c'est une demande d'importation potentielle. Naturellement, le commerçant va devoir renouveler. Et lorsque l'État, sans avoir prélevé sur la masse monétaire de l'argent, en faisant de l'émission monétaire, en finançant la banque, injecte dans la circulation de la nouvelle monnaie, naturellement la quantité de monnaie augmente. Alors que si c'est un impôt prélevé qui est reversé, donc la quantité de monnaie n'augmente pas. Et dès que la quantité de monnaie augmente,
Et naturellement, si la quantité de devises n'augmente Oui, pas. mais et là, est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité des grands opérateurs économiques, notamment de Madina, qu'on considère comme le Dow Jones guinéen, qui font de la retention des devises quand même à leur niveau? Oui, il y a parfois une demande spéculative de devises. Il y a une demande qui n'est pas une demande, ne résulte pas d'une demande d'importation. Par exemple, il y a des élections où on a peur des troupes. Il y en a qui se sont énormément enrichis autour de cette spéculation monétaire autour des devises, notamment du dollar et de l'euro. On a parlé du taux de change. Il y a la demande d'importation qui est une demande normale et régulière. Ouais. Maintenant, il y a une demande spéculative qui peut arriver lorsque les gens sont inquiets. Ils voient qu'ils disent qu'il y a les élections, il y aura des troupes, ils veulent mettre leur épargne en devise au lieu de la conserver en francs guinéens. Ou lorsque la dépréciation de la monnaie s'accélère, les gens ont peur de perdre la valeur de leur monnaie, donc ils viennent sur le marché pour acheter des devises pour protéger leur épargne. Bien. En ce moment, il y a une demande spéculative qui aggrave justement le glissement de la monnaie, parce que les gens qui auraient pu conserver leur épargne en francs guinéens préfèrent aller au marché pour acheter des devises. Et puis plusieurs personnes font la même chose, la demande augmente et naturellement le prix en souffre. Voilà, le président de l'UFDG, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Forcément, vous allez avoir une émission spéciale sur un Radio Espace où nous allons recevoir carrément les candidats, voilà, pour nous expliquer un petit peu les projets de société. Le temps est parti, c'est vraiment très petit, et là on va essayer de voir avec Moussa Moïsi là, si on peut choper l'émission de la télé pour mettre à la radio. Et là c'est le dernier. Notre invité ce matin, c'est un habitué évidemment des GG, et je lance en même temps, parce que le président Condé, il est à l'écoute de l'émission forcément en ce moment, si on peut l'avoir ici dans ce studio comme invité des GG, évidemment, parce que c'est important. Voilà, allez, on y va. Première question, oui ou non Moussa Moïsi là? Oui ou non, vous allez donc à ces élections, mais pas trop convaincu que vous allez les remporter? Oui ou non? Je suis convaincu que je vais les gagner. Voilà, oui, donc, oui à 10 000 %. Allez-y Moussa. Oui ou non, vous avez signé l'accord, le dernier accord du 20 août, en n'étant pas rassuré parce que vous saviez que finalement, on n'aurait pas pu respecter tous les points de cet accord-là. Oui ou non? Oui, Oui, mais... Oui, mais... Peut-être. L'enseignant, je m'étais dit que sous le témoignage de la communauté internationale, peut-être pour une fois, M. Alpha Condé allait faire l'effort de respecter ses engagements. Roby. Oui ou non, Elhadj, votre rapprochement avec Moussa Dadis a été un bout de rap pour lui, pour son retour finalement? Je ne sais pas. Je pense oui que... ou non, Elhadj? Oui ou non, à cause de ça, Moussa Dadis ne peut pas rentrer chez lui concrètement? Oui, peut-être, oui. Voilà. Ouais. Allez, Mohamed Djibril. Oui ou non, vous regrettez le choix de vous être ou d'avoir tenté de sceller une alliance avec Moussa Dadis Camara? Non, je ne le regrette pas. Voilà. Abaka de je vais vous laisser avec le président pour évidemment ces points. C'est quelques questions. Ouais. Premièrement, la recomposition des conseils communaux n'est pas actée. Est-ce que vous craignez que ce point d'accord ne soit pas respecté, Monsieur le Président? Il y a déjà une mauvaise volonté, une mauvaise foi de la part des autorités. On a bien écrit dans l'accord qu'on va mettre en place des conseils communaux provisoires en tenant compte des résultats des élections législatives à la proportionnelle. C'est très simple. Il fallait mettre un conseil communal provisoire en donnant à chaque parti un nombre de conseillers correspondant au score qu'il a réalisé dans la localité. Il n'a pas mis l'interprétation. Le RPG dit non, on n'a pas les résultats des communes. Donc on prend les résultats de la circonscription et on applique à toutes les communes. Ce n'est pas juste, ce n'est pas ce qui est écrit, ça ne correspond pas à la réalité. Chaque commune, l'État peut avoir les résultats s'il y a la volonté politique. Nous, on a déjà un bon lot de résultats par commune. On sait combien de bureaux de vote il y avait dans chaque commune. On connaît le résultat de chaque bureau de vote et ça c'est disponible. Donc, il y a actuellement, le dialogue est bloqué à ce niveau dans l'application parce qu'ils ne veulent pas appliquer justement les dispositions de l'accord en respectant l'esprit et la lettre. Ouais. Mokhtar Diallo, qui a été élu député à l'Assemblée nationale sous la bannière de votre parti, l'UFDG, s'est montré il y a quelques jours un peu hésitant. Il a
indiqué que son parti avait ouvert les consultations. Certains l'ont donné partant avec le président Alpha Condé, votre challenger. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a appris que vous signez une alliance avec un certain nombre de partis, Mokhtar Diallo, oui ou non, il sera avec vous? Oui, Mokhtar sera avec moi. L'hésitation est finie et il est avec nous. Bien. Et vos rapports avec M. Sidya Touré? Mes rapports avec M. Sidya Touré, on se bat ensemble pour que les élections soient transparentes. Là, c'est l'homme de bois. C'est l'homme de bois. C'est l'homme de bois. Il a dit sur cette antenne qu'il ne refera plus l'heure de 2010. Comment avez-vous accueilli cette annonce? Bon, je dois avouer que j'étais déçu parce qu'on a fait une alliance qui a gagné aux élections législatives. Nous sommes alliés, nous avons pu mettre en déroute les troupes de RPG au niveau de la capitale et dans certaines circonscriptions grâce à cette alliance. C'est une alliance gagnante. Ouais. Je ne vois pas pourquoi elle ne continuerait pas. Donc finalement, vous allez faire comme lui, Abakar, vous allez faire comme lui. Si demain l'UFDG ne se trouve pas je vais dire, au second tour, vous allez soutenir un autre parti? Moi, je suis un partisan de l'alternance. Quel que soit, si Sidya est au deuxième tour avec Alpha Condé, je demanderai tous mes militants de voter pour Sidya. Bien. Le président Alpha Condé a annoncé au Fouta, dans votre bastion. Comment vous vous sentez? Non, bon, écoutez, ça vous fait peur? M. Alpha Condé est en campagne. Maintenant, il vient sur la casquette du président de la République. Il y a eu le débat à la baie, là-bas, beaucoup ont dit non. Il est investi déjà comme candidat du RPG. S'il vient, il vient comme candidat du RPG. Est-ce qu'on peut? Alors, bien entendu, il y a eu des gens qui ont dit non, il n'a qu'à être reçu par les gens du RPG. Les autorités disent non, c'est le président de la République. Alors, naturellement, il y a notamment quand même Baousman qui promet de le faire gagner à la baie. Comment réagissez-vous à cela? Non, je n'ai vraiment pas de réaction à faire. Je pense que, quel que soit le degré de la fraude, peut-être c'est ça, ce sera un hold-up sinon la baie. Est-ce que de l'autre côté, le Kontigui de la Basse-Côte vous a lâché complètement? Écoutez, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. On a toujours les contacts avec les membres du parti. Il dit non, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Non. Hier, le président du PNN dénonçait l'existence de 37 bureaux fictifs dans la commune de Dixi. Est-ce que vous avez les mêmes informations? Non, je n'ai pas les mêmes informations. Voilà, ça ne reste que 2 minutes. Allez-y, Djibril. Quelle dernière question pour ma part? Quid de votre directoire de campagne? Est-ce qu'il est nommé? Est-ce qu'il est composé? Qui est votre directeur de campagne? Il va être. Ça vous sera annoncé incessamment. Bien. Docteur Fodé? Allez, peut-être une question. Sans doute, vous avez l'information. Voilà. Si jamais c'est vous une n'êtes pas élu au soir du premier tour ou à l'issue de cette élection, est-ce que vous allez accepter les résultats? Si l'élection a été transparente, je n'hésiterai pas à reconnaître. Alors, une autre question. Aujourd'hui, certains parlent de bisbille entre Sidya Touré, parce que la question vous a été posée par par Abouakar, mais on vous a senti assez réticent à répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, le divorce, il y a une forme de divorce latent, consommé entre vous et M. Sidya Touré, qui semble regretter son choix? Oui, il n'y a pas de divorce. Dès lors que moi j'ai dit que je suis partisan de l'alternance et que si lui il était qualifié pour le deuxième tour, les militants de l'UFDG voteraient pour lui. Alors, on a entendu Huir dire que Erage aurait participé à la caution de Dr Fayami Limono. C'est absolument faux. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas adhéré à l'idée de l'UFR, de son président d'ailleurs, pour revenir autour de lui, le soutenir comme candidat unique de l'opposition? Non, écoutez, lorsqu'on a décidé d'aller vers l'alternance, il y a des choses qui ont marché partout. La Côte d'Ivoire. Les euphoétistes, vous connaissez les relations difficiles, pour ne pas dire plus, entre Alassane Ouattara et Bédié. Lorsqu'ils ont décidé de faire de l'alternance la priorité, ils se sont mis ensemble. Celui d'entre nous qui sera qualifié contre le président Babo, nous voterons tous pour lui. Voilà. Ça s'est passé au Sénégal. Vous connaissez la classe politique, il n'y a aucune proximité idéologique ou même humaine entre les gens, Idrissa Seck, Macky Sall, Tanor Dieng, Bachili, Ahmad Dansoko, mais toute la classe politique a décidé de faire de l'alternance la priorité. Ils ont dit celui d'entre nous qui sera qualifié pour le second tour, on se mettra tous derrière lui. Mais c'est ce qui marche. Mais Alpha vous a battu en 2000.
qu'en 2010. Reprendre la même chose, vous savez que Attendez. toutes les données sont là pour qu'ils vous battent. Non, Sidia aurait voulu qu'on essaie notre joker. Oui. Les choses changent. Vous ne pouvez pas dire que ce qui prévalait en 2000, la Guinée bouge, elle change. Et puis les gens ont vu Alpha Condé à l'épreuve. Avant, il y avait une présomption de confiance. Peut-être parce qu'il était en France, parce qu'il était professeur de droit. On pensait qu'il allait avoir à cœur de mettre en place l'état de droit. Mais on a vu ce qui en a été. Dans tous les secteurs, la Guinée a reculé. Au plan des droits humains, au plan de la démocratie, au plan de l'unité de la nation, au plan du développement économique. Quel est le secteur où la Guinée n'a pas reculé? Elle a reculé, les Guinéens ont tiré les leçons. Ne dites pas que ce qui prévalait en 2010 va prévaloir en 2015. Bien. Peut-être un signal de l'alternance, du bloc qui va se former autour de vous. Donnez-nous la primeur. On apprend que 3 parmi les 8 candidats vont être dans votre alliance. Est-ce que vous confirmez? Écoutez, vous le saurez dans l'après-midi. Allez, on parle de Faya, d'autres personnes, non, d'autres candidats, 2 autres plus Faya qui vont être dans votre alliance. Vous confirmez? Je ne sais pas encore. Attendez, on a une réunion tout à l'heure à 11h. Bien. Allez, Koto, beaucoup de caméras dans ce studio nous écoutent partout en Guinée, nous regardent aussi à la télévision. Si demain, le président de la République de Guinée s'appellerait, allez, et là, Cellou Dalein Diallo, moi président, qu'est-ce que vous allez faire ici? Si je suis élu, je veillerai d'abord à la réconciliation entre les Guinéens, à la promotion de la fraternité entre les fils du pays. Je vais chasser la haine et la méfiance pour instaurer la confiance et l'envie de vivre ensemble et de travailler ensemble. Personne d'entre nous n'a choisi d'être guinéen. Acceptons ce fait de Dieu, mettons-nous ensemble pour sortir notre pays de la misère et de la marginalisation. Je ferai en sorte que des politiques publiques de qualité soient mises en œuvre et que les Guinéens disposent d'une administration à leur service, d'une administration efficace, débarrassée de la corruption, du laxisme et de l'impunité. Je ferai en sorte qu'il y ait de belles infrastructures pour le pays, un système éducatif performant, un système de santé performant, qu'il y ait l'accès à l'électricité, l'accès à la justice, l'accès à un logement décent, l'accès aux soins de santé primaires pour tous les Guinéens. Voilà mes objectifs et je pense que les Guinéens savent que j'ai acquis une certaine expérience dans la gestion de la chose publique. J'ai des résultats pendant que j'étais ministre de la République. Je n'étais pas ministre d'une région et c'est visible sur les bilans. Et je serai encore le président de tous les Guinéens et je veillerai à ce qu'ils soient rassemblés, unis et tournés vers le développement de notre pays. Voilà. Alors, la vraie question du peuple, c'est combien de litres d'essence sont donnés en Guinée? Pardon? 1 litre d'essence, ça coûte combien? Et là, c'est le Dalein Diallo? Ça coûte 8. Waouh! Non, politique, finalement, Allez-y. nous, en bas, le peuple, on maîtrise. Ben ouais. Alors, Elhadj Cellou Dalein Diallo, on parle de Papa Koli Kouroman, de Faya Milimono et de la nouvelle coqueluche du monde politique, Madame Marie-Madeleine Diabaté, comme Diabaté, comme la future famille politique de l'UFDG. Ce serait une belle, excellente chose. J'ai vu Madame Diabaté hier pour la première fois. Donc vous confirmez l'alliance avec le non, je ne la connais même pas. Allez-y, Moussa, dernière J'ai vu question. la première fois à la télé hier. Allez-y, Moussa. Un mot un peu plus, je voudrais que vous accentuiez un peu sur le domaine de la réconciliation nationale. Oui. On reproche à l'UFDG d'être un parti communautariste et surtout de la région d'où vous provenez comme étant une région qui se victimise un peu. Voilà, Il faut jouer dire la tout carte haut de la victimisation ce que les gens disent tout bas. Attendez. Est-ce que vous ferez quelque chose pour changer la donne parce que le monde entier a besoin d'une campagne apaisée en 2015? Attendez, il y a la campagne qui a été menée contre l'UFDG depuis 2010. J'avais cru comprendre que M. Alpha Condé, compte tenu de son handicap, il avait 18%, j'en avais 44%, tous les moyens étaient bons. Il était en fin de parcours, il a utilisé l'empoisonnement bidon, il l'a attribué à une communauté, il a déclenché des violences contre les ressortissants de la moyenne Guinée. Chez lui, je pensais qu'une fois au pouvoir, il allait s'appeler à réconcilier la Guinée, à faire oublier ces éléments de campagne. L'UFDG a été accusé d'être un parti absolument faux. Nous sommes implantés dans les 304 CRD. J'ai fait 2 fois les 33 préfectures pour solliciter le suffrage des Guinéens. Il n'y a pas une seule préfecture que je n'ai pas visitée. J'étais le seul candidat en 2010 à le faire. Je vais le faire aussi cette année. Regardez l'UFDG, au nom de ses structures, de ses dirigeants,
ils viennent de toutes les régions. Bien. Regardez la liste des députés. Même là, les gens ont été tellement malhonnêtes, ils ont dit que les députés ne viennent que du foot. Ce n'est pas vrai. Tous les Bien. députés qui sont là viennent de toutes les régions. Vous allez de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée, bien entendu. Il n'y a pas, au niveau de l'UFDG, un esprit communautariste à quelque degré que ce soit. Nous sommes préoccupés par la division des Guinéens. Nous sommes préoccupés par l'élan que prend le tribalisme et le communautarisme. Nous sommes un parti qui veut combattre ces fléaux-là pour que les Guinéens vivent dans la paix et dans la fraternité. Monsieur le Président, merci beaucoup en tout cas d'être passé chez nous ce matin. Merci. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, allez, continuez à réagir. GG au 8036. On a terminé ce matin. On n'a pas eu le temps pour. Malheureusement, d'écouter ces allez-y, jeunes. allez-y. Je précise qu'il y a un concours régional de plaidoirie. Voilà. Je précise qu'il y a un concours régional de plaidoirie en droit international humanitaire qui doit se tenir le mois prochain du côté de Niamey, au Niger. Mais avant ce concours, il y a une compétition nationale qui devra permettre de trier sur le volet les équipes devant représenter la Guinée à cette compétition régionale qui se tient chaque 2 ans. La dernière fois, c'était à Tunis. La Guinée avait brillé de par son absence à cause, apprend-on, bien évidemment, de l'absence de passeport dont ne disposaient pas les candidats qui devaient représenter la Guinée. Cette fois-ci, les éliminatoires doivent avoir lieu ce vendredi et la finale est prévue pour demain à la cour d'appel. À l'issue de cette finale, une équipe, l'équipe vainqueur de la finale représentera, défendra les couleurs du pays à l'occasion donc de cette compétition régionale qui concerne les pays de l'espace francophone de la sous-région ouest africaine. Donc ce qu'on demande aux autorités, c'est de soutenir, n'est-ce pas, l'équipe qui va représenter, qui défendra les couleurs du pays à cette compétition, ce qui n'avait pas été le cas 2 ans plus tôt. Ce serait dommage que la Guinée brille de nouveau de par son absence au niveau de cette compétition sous-régionale. Merci beaucoup, Libra. Allez-y, madame. Akindia, les journalistes tabassés. Les journalistes tabassés, ça s'est passé mardi, juste parce qu'ils se sont rendus sur le terrain pour s'enquérir des réalités du terrain à cause d'un char qui aurait été mal manœuvré, qui a terminé sa course dans une maison, avec faisant des victimes, notamment des blessés. Alors, ce sont 2 journalistes de la radio Sabou FM, du côté de Kindia. Ils se sont rendus sur le terrain pour interroger les blessés, notamment, sur comment ils en sont arrivés là. Alors, ils se sont retrouvés entre les mailles d'un groupe de soldats qui les ont empêchés et qui ont même alerté la population, qui ont interdit à la population de réagir. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que les journalistes ont été privés de leurs moyens de déplacement, notamment de leur moto, et ils ont été passés à tabac par ces soldats qui étaient là, leur disant que chez eux il y avait l'ordre, qu'ils n'avaient pas le droit de venir là. En même temps, moi je me dis que c'est une obstruction parce que les journalistes ont le droit de se rendre partout où il y a un problème pour s'enquérir de la réalité du terrain. Je pensais que la situation évoluait un peu dans notre pays, même hier. Il faut reconnaître qu'il y a Amnesty International qui a publié un rapport notamment demandant aux autorités de laisser les journalistes exercer sur le terrain. Mais si jusqu'à présent il y a des soldats ou bien il y a des personnes, il y a des citoyens qui s'en prennent aux hommes de médias sur le terrain, je pense qu'il faut craindre pour la liberté de la presse en Guinée. Voilà, merci beaucoup madame. Allez, question d'insécurité, encore hier nuit, attaque en main armée à la rentrée de Mamou. On parle de plus d'une dizaine de véhicules arraisonnés par des coupeurs de route. Encore une fois, ça recommence. Il faut alerter les autorités là-dessus parce que cette question, elle est très récurrente, elle revient très souvent. Nos routes sont mauvaises, les bandits profitent des nids de poules qui sont sur nos routes pour mener des attaques. On parle de balles tirées, il y aurait plusieurs personnes qui ont été blessées et qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux du côté de Mamou. Alertons les autorités. Merci beaucoup. Allez, on a terminé pour cette semaine, mesdames et messieurs. On va se retrouver lundi pour un autre numéro DGG. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.